is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 53. Depuis quelque temps déjà, et à la faveur des réformes en immigration opérées par le Canada, on vous parle de plus en plus de projets d'études, de reconversion, des choses passionnantes, peu onéreuses, voire même gratuites, désormais indispensables pour obtenir une résidence temporaire. Sauf que ça ne met pas du beurre dans les épinards. Pour cela, il va falloir vous trouver un emploi. Un emploi forcément contraint, car limité au cadre étudiant. Mais un emploi absolument crucial pour la réussite de votre projet. Alors avec Christelle, on s'est dit que ce serait vraiment bien de vous aider. Et pour cela, on a donc décidé de faire appel à celle qui est la référente emploi d'Objectif Québec, Marie-Andrée Lévesque. Elle est présidente du cabinet en recrutement et acquisition de talents Caméléon et elle est aujourd'hui la partenaire emploi d'Objectif Québec. Allô Marie-Andrée. Bonjour Jean-Michel. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Ah, super bien. Super bien. Merci beaucoup de nous accorder de ton temps. D'autant plus que, attention, ce n'est pas un, mais 2 épisodes que tu nous accordes aujourd'hui. Alors, je dis pas que vous saurez tout à la fin de ces 2 podcasts, mais vous serez quand même vachement bien plus armés. Car voyez-vous les amis, le marché du travail au Québec, c'est pas comme en France, mais alors, pas du tout. Et avant que tu nous détailles tout ça, Marie-Andrée, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous présentes un petit peu de quelle manière tu interviens au quotidien auprès d'Objectif Québec. Mais en fait, j'ai rencontré Christelle il y a quelques mois, en fait, par la référence d'une personne qu'on connaît tous les deux. Puis, j'ai trouvé franchement la mission d'Objectif Québec intéressante parce qu'en fait, chez Caméléon, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à recruter des candidats et on aide les candidats à se préparer également aux entrevues. Donc, le fait que vous préparez les Français à venir au Québec, pour moi, c'est super important et notamment que j'apporte en fait toute la notion de l'emploi, l'entrevue. Alors, mon mandat pour Objectif Québec, ça va vraiment être d'aider en fait les Français à se préparer en fait à leurs entrevues au Québec. Donc, adapter un peu leur façon de faire, leur présentation pour peut-être rendre leur profil attrayant pour les entreprises qui seront basées ici au Québec. Donc, on ferait des formations sur la préparation d'entrevues, mais aussi des ateliers pour aider à peaufiner les CV notamment. Tu fais des visios, des appels, des choses comme ça? Oui, c'est encore à définir en fait la façon qu'on va l'orchestrer avec Christelle, mais oui, ça devrait être des ateliers, des formations ou du coaching individualisé. Bon, super. Parce que je te disais tout à l'heure, et j'aimerais bien savoir que, si j'ai pas dit de bêtises, ce serait quand même plutôt sympa, le marché du Québec, le marché de l'emploi au Québec, c'est pas du tout comme celui en France, on est d'accord? Tout à fait. Bon, ouais. Toi, tu prépares les gens à se présenter sur le marché, à offrir leurs services sur le marché de l'emploi au Québec. Ce que je te propose, c'est qu'on reprenne un petit peu le fil conducteur de celui que pourrait être un candidat, voilà, qui veut candidater au Québec. Bon, en général, comme tout bon candidat, le premier truc qu'on commence à faire, c'est son curriculum vitae, son joli CV. Je sais pas pourquoi, je sens que déjà là, il y a un truc, faut le travailler différemment. Oui, certainement. Il faut travailler différemment le CV dans la nature où il y a des choses qu'on fait au Québec et des choses que vous faites en France qui ne seront pas les mêmes. Donc, un CV au Québec, on ne met pas de photos, on ne met pas le statut non plus civil. Donc, si vous êtes marié, vous avez des enfants, on n'a pas besoin de le savoir. Et le CV, dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir une vision, en fait, de vos expériences d'emploi, vos accomplissements, vos réalisations, un peu plus clair, un peu plus quantitatif sur les CV.
Au Québec, ce qu'on cherche, c'est des fits avec les emplois, point de vue comportemental, point de vue de culture. On veut comprendre ce que les gens ont fait concrètement dans des exemples pratico-pratiques dans leur CV pour s'assurer, en fait, que ça cadre avec le poste qu'on recherche. Fait que les CV au Québec sont un peu moins académiques, sont beaucoup plus dans l'explication des mandats, l'explication des projets, les réalisations de ces projets-là. C'est ce qu'on veut voir sur les CV. Tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que c'est d'un côté, au Québec, on veut savoir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a fait précédemment, à titre personnel, j'entends, alors que en France, on va plutôt aller directement sur les résultats, qui sont pas d'ailleurs forcément que les siens, qui sont souvent être plutôt les résultats d'entreprise, X millions de chiffres d'affaires et tout, et quelle est véritablement sa part là-dedans, on ne sait pas trop. En fait, c'est beaucoup plus individualisé, j'allais dire, au Québec. Exactement. Moi, ce que je veux voir, c'est concrètement la personne, qu'est-ce qu'elle a fait dans son rôle, dans son mandat, dans ses projets. C'est toujours intéressant d'avoir un ensemble en entrevue de l'ensemble de l'équipe parce qu'on est capable de situer après ça le candidat dans l'équipe, dans son organisation. Mais à la fin de la journée, qui j'embauche, c'est l'individu. C'est pas la société pour laquelle il a travaillé. C'est vraiment l'individu. Donc, on veut vraiment savoir comment cette personne-là a contribué dans son équipe, qu'est-ce qu'elle a réalisé, ça a été quoi son impact dans l'organisation pour laquelle elle a travaillé, puis qu'est-ce qu'elle a fait concrètement. Il y a une question que j'avais absolument pas prévue, donc tu vas m'en vouloir parce qu'évidemment tu ne l'as pas préparée non plus, mais elle me vient en tête. Alors forcément, je te la pose. De plus en plus en France, nous, on est habitués, on a 68 millions d'habitants, avec le taux de chômage, et voilà, enfin c'est assez le marché de l'emploi était effectivement très différent, et on nous dit souvent, attention, quand vous préparez votre CV, il faut vraiment mettre des mots-clés parce que ça passe dans des logiciels, dans des moulinettes et ainsi de suite. Et je veux savoir si c'est la même chose au Québec, si pareil, il faut mettre vraiment des mots-clés pour des raisons, j'allais dire, purement informatiques, ou est-ce que, comme c'était le cas il y a quelques années, ça fait un peu vieux de la vieille, excuse-moi, mais ce sont encore vraiment des humains, des gens comme toi, voilà et tout, qui lisent ça et qui analysent effectivement tout ce que tu viens de nous dire sur les accomplissements de chacun. Mais en fait, je pense qu'il faut l'adapter le CV parce qu'en fait, c'est sûr que le recrutement avec l'intelligence artificielle, les outils de système de gestion des candidatures, en fait, vont offrir des outils qui vont permettre de pouvoir enlever ces tâches à non-valeur ajoutée-là, de trier les CV. OK? Ceci étant dit, ça remplacera jamais le recruteur qui va converser, qui va établir une relation avec le candidat. Fait que moi, je pense que oui, en fait, faut avoir un minimum d'adaptation du CV pour pouvoir que ça ressorte. Parce que les grosses sociétés, les grosses organisations vont avoir des outils plus performants. Les PME, par contre, ça va être encore très manuel parce que ça va être des individus qui vont pré-screener les CV. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, la personne qui va lire le CV doit comprendre pourquoi l'individu applique. Fait que je pense que oui, il faut mettre certains mots-clés en lien avec les rôles à lesquels on applique pour que ça ressorte, puis que le jargon aussi soit le même, puis que ça soit bien compris par le recruteur. Fait que peu importe si ça passe entre les mains de quelqu'un ou ça passe par une machine ou un bot ou quelque chose comme ça, je pense qu'il faut quand même adapter un peu le CV à l'emploi à laquelle on applique. Très clair. À cette étape, au niveau du CV, on est en étape, je vais dire, de préparation. On n'a pas encore forcément eu d'entretien ou des choses comme ça et tout. Il y a d'autres choses qui sont nécessaires, à ton avis, en termes de préparation et qui, j'allais dire, sont peut-être encore plus nécessaires pour des candidats français comme nous, qui arrivons sur un marché dont on ne connaît pas forcément les codes, même si on a été excellemment bien préparé par Objectif Québec. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il y a des choses en plus à faire ou non, c'est bon, j'ai un bon CV, je l'ai personnalisé. Roule Raoul, comme on dit chez nous. Mais en fait, une fois que la personne va appliquer, je pense que c'est intéressant aussi d'être conscient sur quel type de poste on applique, en fait. Puis aussi d'être capable de rejoindre peut-être certains gestionnaires dans l'organisation. Donc, quand on applique, par exemple, c'est un poste dans une équipe d'infrastructure, le poste ça rapporte au directeur d'infrastructure, par exemple, technologique, bien, à ce moment-là, c'est peut-être intéressant d'aller voir en ligne sur LinkedIn, de trouver c'est qui le directeur technologique, de lui envoyer un message, j'ai appliqué sur le rôle, il m'intéresse, est-ce qu'on peut avoir un entretien? Ça fonctionne encore, de démontrer son intérêt aux gens, aux gestionnaires, aux recruteurs aussi de cette organisation-là. Je pense que ça vaut la peine. Il y aura pas toujours des réponses. Il faut être conscient, en fait, que c'est pas tout le monde qui va répondre aux messages. Donc, il faut gérer nos attentes à cet effet-là et ne pas être froissé si on n'a pas de retour. Mais je pense que c'est une action qui peut être intéressante. Ça peut quand même déboucher à des conversations qui peuvent être utiles, qui peuvent vous amener un peu plus loin dans le processus et faire valoir votre intérêt.
Fait que ça, c'est ce que je recommande. Puis je recommande aussi aux candidats de se préparer à qu'est-ce une entrevue au Québec, en fait. Parce que le modèle d'entrevue est un peu différent de ce que vous faites. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent quand on rencontre des candidats qui viennent de l'étranger, ben ils sont un peu déstabilisés par la façon que les entrevues sont conduites au Québec. Fait que je pense tu sais, peut-être qu'on peut élaborer un peu plus sur ce sujet-là, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience. Ah oui, je veux bien qu'on sache un peu. C'est quoi la grande différence? Excuse-moi, mais pour moi, un entretien, c'est assez simple. Bonjour, j'ai un emploi, je vais vous poser des questions pour savoir si vous êtes qualifié, je vais vous répondre pour vous convaincre que je suis qualifié. Bon, c'est universel, ça. Mm-hmm. Tout à fait. Mais en fait, au Québec, les entrevues sont beaucoup moins formelles qu'ils peuvent l'être dans d'autres pays comme la France, par exemple. Donc, tu sais, ce qu'on veut au Québec, c'est comprendre l'individu. Donc, tu sais, les entrevues et l'accent, en fait, est beaucoup plus mis sur une discussion entre deux individus ou trois individus, en fait, qui apprennent à se connaître, puis apprennent à définir si c'est un match. Donc, tu sais, pour nous, au Québec, c'est important de s'assurer que la personne qui vient travailler chez nous, ça lui tente de travailler chez nous, ça me tente de travailler avec cet individu-là. Je vois un fit, une collaboration avec moi, avec mon équipe, avec les valeurs de l'organisation, au détriment des fois certains de compétences plus techniques. Au Québec, on aime mieux avoir un candidat qui fit la culture, qui a peut-être un peu moins de compétences techniques que l'inverse. Parce que on veut que cette personne-là collabore, s'intègre, participe, amène des idées, amène des solutions, puis que ça soit agréable de travailler avec cet individu, puis la personne n'a dit pas de travailler avec nous. Fait que ça, c'est super clé. Fait que ça, c'est un élément. Je reviens juste là-dessus parce que la manière dont tu m'as présenté l'entretien et la manière dont il se passe fait écho à ce que tu disais un tout petit peu tout à l'heure sur la gestion des attentes quand on essaye de contacter des gestionnaires ou des gens comme ça dans l'entreprise. Tu m'as dit on n'aura pas forcément des réponses. J'imagine cet entretien très humain qui se passe bien. Moi, clairement, si j'ai un entretien comme ça très humain, très personnel, je veux dire très agréable au final. Si j'ai ça en France, mais je sors du bureau en me disant c'est bon, c'est dans la poche, c'est pour moi le job, je l'ai, c'est bon, je signe, je commence quand. Est-ce qu'il peut arriver qu'un entretien se passe, humainement super bien, il y a du fit et tout ça et tout, ouais, mais on n'est pas pris quand même. Tout à fait, en fait. Parce que, tu sais, dans le fond, le but, ce qu'on veut, c'est apprendre à connaître l'individu qui est devant nous. Donc, on veut que ça soit chaleureux, on veut que ça soit informel, on veut apprendre à comprendre, en fait, et connaître qu'est-ce que la personne a donné ou a apporté comme valeur ajoutée au sein de notre équipe. Donc, des fois, pour X, Y raison, et dépendant aussi des candidats qu'on a dans le processus, ça se peut que quelqu'un arrive avec le super fit et la super connaissance technique, puis c'est cette personne-là qu'on choisit. Ceci étant dit, ça veut pas dire que l'autre personne qu'on a rencontrée, à laquelle on va devoir dire non, c'est pas un fit pour le futur non plus. Fait qu'il faut le voir de cette façon-là. Fait que je pense qu'il faut suivre, tu sais, il y a les questions d'intuition, des questions de feeling également, mais rien n'empêche au candidat qui termine une entrevue d'avoir un feedback, de poser la question, de dire, hey, aujourd'hui, c'est à la discussion qu'on a eue ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de mon profil? Est-ce que je cadre ce que vous recherchez? Je pense qu'il ne faut pas se gêner de poser cette question-là à la fin de la rencontre pour aller chercher ce feedback-là et de faire des suivis par la suite avec le recruteur ou avec le gestionnaire d'embauche, bref, les personnes qui étaient présentes lors de l'entrevue pour aller chercher ce feedback-là. C'est clé. Tu dis, faut pas se gêner, mais j'ai l'impression en t'écoutant que c'est plus qu'il faut pas se gêner, c'est qu'il faut carrément le faire. Faut le faire, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, peut-être que des fois, on rencontre aussi des candidats qui nous permettent de faire évoluer le poste au sein de l'organisation également. Donc, tu sais, des fois, de poser la question va peut-être amener d'autres questions du gestionnaire. Dire, écoute, j'ai pas eu l'impression que tu avais travaillé sur tel truc. Puis là, finalement, mais le candidat va avoir l'opportunité de peut-être rajouter de l'information complémentaire. Parce que, tu sais, faut pas oublier, une entrevue, ça dure à peu près 1 heure. 1 heure pour apprendre à connaître quelqu'un, c'est plutôt court. Donc, on essaie de répondre à des questions en pensant que l'information est pertinente, mais peut-être qu'on a oublié des projets sur lesquels on a travaillé, des compétences transversales qu'on détient. Donc, cette question-là ouvre cette porte-là à avoir cette discussion-là. Très clair, effectivement, c'est déjà pas mal différent. Il y a un autre point qui est pas mal différent et que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble. C'est toi qui l'as soulevé quand on a préparé cet entretien. Tu m'as dit comment est-ce qu'on choisit son employeur? Parce que oui, v'là-t-il pas qu'au Québec, on peut être en position de véritablement choisir son employeur. Je t'avoue que nous, en France, c'est quand même plutôt franchement l'inverse, vu la situation du marché de l'emploi. Ok, comment est-ce que je choisis mon employeur?
Mais en fait, je pense qu'au départ, il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai le goût de faire, qu'est-ce que j'ai le goût, c'est quoi le mandat que j'ai le goût de réaliser dans une organisation, dans quel type d'organisation j'ai le goût de travailler, avec quel type de gestionnaire j'ai le goût de travailler. Donc, le candidat au Québec, quand il vient en entrevue, il vient aussi passer l'organisation et les personnes de la rencontre en entrevue également. Fait que c'est une entrevue bidirectionnelle, en fait. Donc, il faut que la personne sache qu'est-ce qu'elle veut faire puis qu'est-ce qu'elle veut pas faire aussi. Puis, il faut que ça lui tente. La personne qui quitte l'organisation, qui quitte une entrevue aura potentiellement d'autres rencontres parce qu'actuellement, le marché, même si c'est un petit peu ralenti parce que, bon, c'est l'été, point de vue économique, ça a été un peu plus difficile en 2024. Le marché va reprendre. Il y a quand même beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, si le candidat sait exactement ce qu'il veut faire puis qu'est-ce qu'il ne veut pas faire, bien, à ce moment-là, c'est d'être en mesure de faire des choix parce que quand on est une personne qui vient d'étranger, on vient avec un permis de travail généralement qui peut être fermé ou ouvert dépendamment de la situation. On veut s'investir dans une organisation, on veut s'investir dans la province ou dans le pays dans lequel on veut s'impliquer, notamment le Québec dans le cas-ci présent. Fait qu'il faut que ça nous tente de travailler avec ces gens-là. Si ça nous tente pas, je pense qu'il faut être conscient qu'il y aura d'autres opportunités qui vont venir et là, la personne va avoir le choix de choisir son employeur. Ça me semble être une différence d'approche quand même assez fondamentale parce que bon, sur le marché du Québec, sur le marché du travail en France, la réalité c'est que, mis à part pour quelques personnes qui sont dans des secteurs très particuliers ou avec des profils assez exceptionnels, bon, c'est l'employeur qui décide. C'est l'employeur. Et on a plutôt tendance, quand on cherche du travail, pas forcément la bonne chose, mais en tout cas, on a plutôt tendance ici à faire du volume. C'est-à-dire à balancer beaucoup de CV, à pas être hyper sélectif et en se disant, bah, de toute façon, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est l'employeur qui choisit, donc c'est un peu vogue la galère, on verra qui me prend. À t'écouter, j'ai l'impression que c'est pas du tout l'approche qu'il faut prendre au Québec et qu'à l'inverse, comme c'est un marché au plein emploi, on a tout intérêt dès le départ à être très sélectif, donc c'est beaucoup questionné sur ses attentes et comme c'est un marché au plein emploi, forcément, ça va marcher. C'est ça la bonne approche, être très sélectif. Mais très sélectif, je mettrais sélectif, en fait. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est quand même ouvrir la porte, avoir des discussions, donc de pas décliner des rencontres. Je pense que moi, ce que j'invite les candidats à faire, c'est rencontrer des entreprises, parler avec des entreprises. Ça va vous donner une opportunité de comparer ces entreprises-là entre elles. Mais sachez exactement ce sur quoi c'est un non, en fait. Donc de vraiment avoir des requis en fait de recherche d'emploi qui sont vraiment clairs, mais non plus de permettre de donner la chance aux entreprises également. Il n'y a pas une entreprise qui est parfaite, puis il n'y a pas un candidat qui est parfait non plus. Donc ça prend un entre-deux, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles quand on sait d'emblée, tu sais, le petit doigt, le petit instinct là, qui nous dit je suis pas sûr que c'est un bon fit pour moi, il faut l'écouter. Puis nous, notre mandat, tu sais, chez Caméléon, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les candidats également à bien se positionner parce qu'un changement d'emploi, c'est quand même un changement important dans une vie. C'est quand même, c'est un risque, hein, parce qu'on quitte un emploi pour en occuper un autre. On sait pas si on fait le bon choix, puis on sait pas tant qu'on n'a pas mis les pieds dans l'organisation, puis on n'a pas fait l'intégration. Fait que, tu sais, en même temps, il y a quand même des éléments qu'on se dit, par exemple, il y a des employés qui me disent, ben moi, j'ai besoin d'avoir ultra de flexibilité, j'ai besoin de pas travailler plus que 40 heures semaine parce que j'ai des contraintes familiales. Mais en sachant très bien que certaines organisations vont demander ou exiger de faire du surtemps un peu imprévu, mais c'est peut-être pas le bon choix pour toi. Donc, il y a des critères comme ça qui doivent être très clairs, puis il y en a d'autres sur lesquels on doit être un peu plus flexible. Un autre point, et il arrive un petit peu en fin d'épisode, et celui-là, je pense qu'on pourrait le faire pendant des heures, mais je compte sur toi pour synthétiser. On a déjà vu pas mal de différences. Voilà. Ok les amis, hein, on survole tout ça parce que bah, si vous faites partie d'Objectif Québec, que vous rentrez dans l'académie, bah, vous aurez l'occasion de le travailler beaucoup plus en détail avec Marie-André. Mais c'est juste pour vous présenter. On a vu toutes les différences, pointer à peu près les grandes différences qui sont sur la partie, j'allais dire, en aval, je crois. Ou en amont, non, c'est en amont, voilà. C'est avant, c'est plus simple avant, qui était avant. Mais une fois que je suis en emploi, ouais. Je pense que des différences, il y en a quelques-unes, et tu m'as tout de suite pointé quand on l'a préparé, il dit oh là là, attends, la hiérarchie française versus ce que j'appelle un peu la décentralisation ou voilà et tout au Québec, c'est une différence fondamentale. Comment est-ce que c'est véritablement, mais surtout comment est-ce qu'il faut l'aborder de manière ouverte, intelligente et flexible? Je le vois de deux façons. Parce qu'en fait, le style de gestion au Québec est beaucoup plus collaboratif et participatif. Un gestionnaire va embaucher des professionnels dans son équipe qui va vouloir les impliquer dans les décisions, dans les solutions, dans la création de nouveaux projets, nouveaux services, etc. Fait qu'on s'attend à ce que les gens donnent leur avis, donnent leur opinion, soient proactifs, apportent des idées, puis participent un peu plus.
Pour des employés qui arrivent, par exemple, de la France, c'est un peu déstabilisant parce que généralement, c'est le patron qui peut décider, puis c'est comme ça, puis on fait ainsi, puis bref, si t'es Ah oui. d'accord ou pas, peu importe, je veux pas nécessairement tout le temps l'entendre. Au Québec, on veut avoir ce feedback-là. Fait que quand on le demande pour certains employés, c'est comme, hey, faut-tu vraiment que je donne mon vrai opinion, faut-tu vraiment que je sois transparent? Je pense que généralement, oui. Sinon, sondez le terrain avec vos collègues pour valider à quel point le patron est ouvert, puis ça va vous donner un bon indicateur. En même temps, quand un gestionnaire de l'étranger vient travailler au Québec, il faut qu'il soit aussi conscient que les employés vont vouloir participer, vont vouloir contribuer, vont vouloir dire quand ils sont pas d'accord, puis ils vont vouloir participer à ça. Donc, si on arrive avec notre façon de gérer comme c'était auparavant, où c'est un peu plus directif et structuré, ben au Québec, ça passe moins bien parce que les employés vont être habitués de contribuer puis de collaborer. Fait que je pense que dans les deux sens, il faut être capable de s'adapter puis d'amener, dans le fond, le plein potentiel des gens avec qui on travaille. C'est ça qu'on recherche un peu plus au Québec. Il y a un point que j'aimerais aussi, pour terminer, parce que là, quand tu nous parles de ça, c'est intéressant parce que tu nous dis on est beaucoup plus ouvert au Québec, plus ouvert à la discussion, à l'échange d'opinions aussi. Hein. Je suis pas d'accord, c'est pas comme ça que je ferais et tout. Et je voudrais juste qu'on s'arrête, pour terminer cet épisode, sur la manière de le dire. Surtout les quelques années que j'ai passées au Québec, on m'a beaucoup vanté la méthode sandwich, qui consiste à faire passer un message négatif entre deux couches de messages positifs. D'expérience, je sais que cette méthode sandwich, elle est parfois pas mal appréhendée parce qu'au final, elle est très agréable au quotidien, mais mal comprise par les Français. C'est-à-dire que moi, si tu me dis, écoute Jean-Michel, ton travail était exceptionnel, j'ai adoré, tu peux peut-être revoir la petite partie centrale parce que je pense que tu peux faire un tout petit peu mieux, mais vraiment, c'était un super job, super. Moi, j'ai l'impression que tu viens de me faire le plus beau des compliments. Alors qu'en fait, devais juste entendre que fallait franchement que je retravaille la partie au milieu parce que ça allait pas du tout. Est-ce que c'est vrai déjà? Et comment est-ce que, justement, au quotidien, on arrive à générer, à être dans ces interactions, mais j'allais dire de la bonne manière et pas de la manière dont je viens de te raconter du Français qui comprend rien à ce qui se passe? C'est vrai parce qu'au Québec, en fait, on n'aime pas tant les conflits. Hein. Les conflits, on essaie de les éviter. Là. Au niveau de la diversité inclusion, là, tout ce qui est politique, culturel, religion, on veut pas en parler au travail. C'est des sujets qui sont un peu tabous. Puis quand on arrive dans la gestion de conflits, on essaie d'être plus dans qu'est-ce que toi t'as pensé, etc. Fait qu'on essaie de trouver des terrains d'entente. Fait que des fois c'est long, puis des fois c'est pas très to the point. Donc, quand on reçoit ce feedback-là, puis c'est ce qu'on apprend, nous, hein, de dire, ah, ben, t'as bien fait ça, il y a peut-être ça à travailler, mais continue, lâche pas. C'est de clarifier qu'est-ce que tu t'attends de moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, ce que j'entends, c'est de donner sa perception. Ce que j'entends, c'est que c'était bien. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Fait que moi, je dirais aux employés, quand c'est pas clair, demandez à votre gestionnaire de clarifier qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses maintenant, pour pas non plus partir à ton bureau puis penser que tout était parfait, puis finalement pas travailler le point, puis ton gestionnaire te rend compte de dire pourquoi t'as pas fait le point à travailler. Donc je pense que dans clarifier le message, puis clarifier la perception, puis la façon qu'on l'a compris, c'est important. Puis ça va permettre à votre gestionnaire de s'adapter à vous aussi, parce que c'est pas juste au Québec, on aime s'adapter aux gens avec qui on travaille. Donc, si moi, j'ai des employés qui viennent de l'étranger dans mon équipe, je vais aussi avoir leur perception parce que je vais aussi, moi, comme gestionnaire, adapter mon message puis m'assurer que le message soit compris. Donc, tu sais, il y a un travail des deux côtés. Fait que dites-leur, moi, je comprends que tout est beau, est-ce que je comprends bien? Puis la personne va dire, oui, mais voici ce que tu as à faire, puis ça va être clarifié, puis ça va être plus concis, plus précis. Il faut se parler au Québec, il faut se parler, il faut poser des questions, il faut dire, voilà, on le fait avec politesse et courtoisie, mais il faut se parler. Et puis ça tombe bien, Marie-Andrée, parce que nous aussi, on va se reparler très vite d'ici 2 semaines. Merci beaucoup déjà pour les un peu plus de 20 minutes que tu nous as accordé. Moi, j'ai appris plein de trucs et pourtant j'ai travaillé, j'ai vécu au Québec, j'ai appris plein de trucs. Et sur le prochain épisode, je vous invite vraiment à l'écouter parce que pour le coup, il est très précis sur l'une des grandes problématiques d'aujourd'hui, puisqu'on parlera exactement de l'emploi, mais quand on est en études et qu'on est limité dans un cadre d'études, vous allez voir, Marie-Andrée va vous apprendre des choses qui vont là aussi vous étonner et qui vont encore pointer les différences et solliciter votre faculté d'adaptation. Marie-Andrée, merci beaucoup, c'était top. Merci à toi, un plaisir. Et puis à très bientôt, ciao, ciao.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!